Prenons l'image d'un directeur des opérations dans une immense boîte d'aujourd'hui. Un cadre genre hyper brillant, dévoué à la tâche, qui a littéralement bâti l'empire de son patron à la sueur de son front. Ouais, la cheville ouvrière classique. Voilà, exactement. Mais ce gars-là se retrouve soudain au bord de l'épuisement total, le burn-out complet. Et un beau matin, pour anticiper un licenciement qu'il juge inévitable et surtout humiliant, il décide de résoudre le problème de la manière la plus définitive possible. C'est-à-dire en éliminant physiquement son PDG. C'est ça, on dirait un thriller de la finance moderne, non? Sauf que, bon, on n'est pas au sommet d'un gratte-ciel à la Défense, on est en plein dans le Japon du XVIe siècle. Et c'est précisément ce décalage qui rend cette exploration si passionnante. L'histoire du Japon regorge de figures complexes, mais aucune, vraiment aucune, n'illustre mieux cette dynamique d'entreprise poussée à l'extrême que celui que les livres d'histoire surnomment le grand traître de l'archipel. Akechi Mitsuhide. Exactement, Akechi Mitsuhide. Et notre mission aujourd'hui, en fouillant dans les chroniques de l'époque, c'est d'analyser cet homme, non pas comme un simple Judas en armure, tu vois, mais plutôt comme un individu coincé dans un étau systémique. Parce qu'il faut vraiment abandonner cette image d'Épinal du samouraï guidé par une loyauté mystique et aveugle. C'est clair. D'autant plus que le cadre dans lequel il évolue, la fameuse période Sengoku, ça n'a absolument rien de paisible ou de poétique. C'est le chaos absolu, on est d'accord. Totalement. Le terme Sengoku, ça signifie littéralement l'époque des provinces en guerre. Le pouvoir central s'est complètement effondré, du coup le Japon est morcelé en dizaines de domaines et t'as des seigneurs de guerre locaux qui se battent constamment pour l'hégémonie. Une vraie poudrière. C'est ça, une brutalité inouïe. Mais paradoxalement, et c'est important pour notre histoire, c'est aussi une ère de mobilité sociale extraordinaire. Ah ouais, l'ascenseur social par le sabre, en gros. Exactement. Un simple paysan doué pour la guerre pouvait devenir général, tout comme un grand seigneur pouvait tout perdre en une seule bataille. Et c'est vraiment dans ce terreau ultra compétitif que l'histoire de Mitsuhide commence. Ce qui me fascine le plus dans les documents qu'on a épluchés, c'est que ce personnage, l'homme qui va renverser tout l'ordre établi, en fait, c'est un parfait inconnu pendant la majeure partie de sa vie. Un fantôme. Littéralement. Jusqu'à ses 40 ans, on ne sait pas grand-chose. On n'est même pas sûr de son année de naissance, c'est-à-dire. Ouais, les registres de sa jeunesse sont quasi inexistants. Ce que les archives nous disent, c'est que sa famille appartenait bien à la noblesse militaire, mais qu'elle a perdu ses terres lors d'un conflit local. Ce qui le déclasse complètement. C'est ça, il devient un ronin, un samouraï sans maître. Concrètement, à cette époque, ça veut dire errer de province en province pour essayer d'offrir ses services sans aucune garantie de revenus. Sans CDI, sans logement de fonction. Voilà, c'est le statut de freelance forcé, dans sa version la plus précaire. Mais remettons les choses dans le contexte démographique de l'époque. Au XVIe siècle, l'espérance de vie, c'est quoi? 45, 50 ans? À peu près, oui. Donc ce gars a passé la quarantaine, il n'a pas de domaine, pas de revenu stable. Il est en fin de vie, statistiquement parlant. Et c'est l'équivalent d'un travailleur précaire qui enchaîne les petits boulots. C'est ça. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il n'a pas passé ses décennies à juste survivre. Ses notes biographiques montrent qu'il a accumulé des compétences de manière hallucinante. Le profil slasher avant l'heure. Exactement, exactement. C'est vraiment ça. La précarité l'a poussé à devenir un érudit touche-à-tout. Par exemple, les sources montrent qu'il maîtrisait d'abord la poésie classique. Attends, la poésie? Pour un guerrier qui cherche du boulot? Ça paraît anecdotique, ouais. Mais dans le Japon féodal, la poésie, c'est l'outil diplomatique par excellence. Savoir composer un poème élégant, ça permettait d'interagir avec la cour impériale de Kyoto. Ah, pour le réseau. Voilà. Ça sert à négocier des alliances, à s'attirer le respect des élites. C'est l'équivalent des relations publiques de très haut niveau aujourd'hui. Donc le mec est un super communicant. Il l'est, mais ce n'est pas tout. Il a aussi de solides bases en médecine, une expertise super rare à l'époque. Et surtout, il est un maître en architecture militaire. Ok, donc ingénieur en plus. Et pour couronner le tout, c'est un tireur d'élite aux armes à feu. Les arquebuses viennent tout juste d'arriver au Japon via les marchands portugais. C'est vraiment la technologie absolue de rupture. C'est la tech de pointe du moment. C'est l'IA du XVIe siècle, si tu veux. Et ce Ronin itinérant en est déjà un grand spécialiste. Il a compris que ces armes allaient tout changer. T'as plus besoin de former un archer pendant 10 ans, tu peux former un paysan à tirer en quelques semaines. Il avait capté le changement de paradigme avant tout le monde. Mais du coup, c'est là que c'est hyper angoissant comment un homme avec un profil pareil, un véritable couteau suisse humain, capable de gérer de la diplomatie impériale, de concevoir des châteaux et de commander une lignée de mousquets,
Comment un gars comme ça peut rester sur la touche aussi longtemps? C'est le drame de la compétence invisible. Mais c'est terrible, c'est l'angoisse de la page blanche du CV professionnel. T'es surqualifié, mais personne te voit. Il a dû attendre d'avoir 50 ans pour enfin trouver la boîte, ou plutôt la start-up capable de reconnaître son potentiel. Et cette start-up, c'est le clan d'Oda Nobunaga. Oda Nobunaga. Rien que le nom, ça claque. Comment ça s'est passé cette rencontre? C'est l'étincelle qui va embraser tout le Japon. Nobunaga, c'est l'un des seigneurs de guerre les plus puissants du moment. Son ambition est limpide. Il veut unifier l'archipel par la force. Sa devise, c'est Tenka Fubu. En gros, ça veut dire gouverner le royaume par la puissance militaire. On n'est pas là pour faire dans la dentelle. Ah non, pas du tout. Et la culture d'entreprise de Nobunaga, elle est à des années-lumière des traditions. Il se fiche complètement que tu viennes d'une lignée ancestrale ou que tu aies galéré pendant 40 ans. Une méritocratie totale. Absolu et impitoyable. Seuls les résultats comptent. D'ailleurs, on l'appelait le roi démon. Sympa comme surnom pour un manager. Ça donne le ton. Ce surnom reflète la terreur qu'il inspirait même à ses propres hommes. Il n'hésitait pas à raser des monastères entiers si les moines s'opposaient à lui. Mais pour un gars surqualifié et affamé comme Mitsuhide, c'était l'employeur idéal. Nobunaga a vu son potentiel et l'a recruté direct. C'est un peu le PDG de la Silicon Valley tyrannique, obsédé par les KPI qui te dit « Bom, montre-moi ce que tu sais faire ». Et d'ailleurs, l'ascension de Mitsuhide est fulgurante après ça. Ah, c'est une fusée. Dans les documents, on le voit grimper tous les échelons de cette machine de guerre à une vitesse folle. Il devient carrément le tout premier général de l'armée de Nobunaga à se voir confier la gestion de son propre château. Le premier. C'est une réussite totale. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, cette réussite repose sur un rythme de travail littéralement destructeur. Le mec est un bourreau de travail. Un détail dans les chroniques montre bien ça. Lors d'une campagne, Nobunaga a exigé la construction urgente d'une forteresse pour sécuriser une ligne de front. Et là, selon les récits, Mitsuhide aurait plié la construction de cette forteresse en 5 jours. Non mais attends, 5 jours? Même aujourd'hui, avec des grues, du béton, une équipe moderne, couler des fondations et monter des murs en 5 jours, c'est quasi impossible. Comment il a fait au XVIe siècle? Le secret, c'était une logistique révolutionnaire, la préfabrication. D'accord, le château Ikea. C'est exactement ça. Au lieu de faire couper le bois sur le site, il a mobilisé des marchands et des paysans en amont du fleuve. Le bois a été coupé, taillé, mesuré et numéroté en pleine forêt, puis acheminé par bateau jusqu'au site. Ah, donc sur place, il n'y avait plus qu'à emboîter les pièces. Exactement. C'était de l'assemblage de masse, mais ça exigeait une capacité de coordination incroyable. Et le pire, c'est que parallèlement à ce chantier titanesque, il trouvait le temps de rédiger le premier code de conduite militaire du clan. Donc Mitsuhide, c'est le cadre parfait. Il structure la vision chaotique du roi démon. Il apporte la rigueur, l'administration, la diplomatie, bref, le bras droit indispensable. On arrive au sommet de sa carrière. Tout à l'heure parfait. Mais on est en juin 1582. Mitsuhide a 55 ans, et là, sans avertissement apparent, il décide de rassembler ses troupes, de faire demi-tour et de marcher sur le temple du Honnoji pour tuer Nobunaga. Comment un homme passe du statut d'employé de l'année au pire assassin de son époque? Ça, c'est le plus grand cold case du Japon, l'incident du Honnoji. Les historiens ont analysé les correspondances de l'époque et ils ont dégagé 3 grandes théories. La première, c'est celle du harcèlement moral et physique, l'humiliation publique. C'est l'histoire du poisson, c'est ça, hein? Oui, exactement. Les sources parlent d'un banquet organisé pour des alliés très puissants où Mitsuhide était chargé de la réception. Apparemment, Nobunaga a trouvé que le poisson servi par son général sentait mauvais. Bon, un problème de fraîcheur au buffet, ça arrive. Sauf que la réaction de Nobunaga a été démesurée. Il a explosé de rage devant toute la cour, il a démis Mitsuhide de ses fonctions sur le champ, l'a injurié copieusement, et les textes disent même qu'il lui a frappé la tête contre un pilier du château. Ah oui, quand même. C'est de l'agression physique pure et simple. C'est d'une brutalité extrême. Mais d'un point de vue extérieur, fomenter un coup d'État meurtrier parce que ton boss a critiqué le menu et t'a bousculé, ça peut paraître disproportionné, non? Pour nous, peut-être. Mais il faut comprendre ce que représente la face, l'honneur pour un samouraï de ce rang. C'est pas juste une blessure d'ego, c'est une dégradation politique. Si un général se laisse humilier et frapper publiquement sans rien dire, il perd toute autorité sur ses hommes. Il passe pour un faible. Exactement. Cela dit, t'as raison. Que Nobunaga faisait le ménage dans son clan, non? Tout à fait. Juste avant cet assassinat, Nobunaga avait limogé l'un de ses plus anciens généraux, Sakuma no Bumori.
Le gars avait passé des décennies à son service, mais ses résultats stagnaient un peu. Et Nobunaga l'a jeté comme une vieille chaussette. Sans aucune pitié. Il l'a dépouillé de toutes ses terres, l'a déshonoré et forcé à l'exil. Il est mort dans la misère. Donc mets-toi à la place de Mitsuhide. Il a 55 ans, il sent que son énergie baisse. S'il voit que son patron commence à le trouver inutile ou qu'il le trouve moins performant, il sait très bien ce qu'il attend. S'il est viré, il perd ses terres, ses vassaux sont ruinés et sa famille retourne à la rue. C'est le retour à la vie de Ronet misérable qu'il a fui toute sa vie. Donc l'assassinat, c'est une frappe préventive. C'est sauver sa peau. L'angoisse de la carrière, oui, c'est un moteur très puissant. Mais il y a une troisième théorie dans les sources. Et elle donne à ce meurtre une dimension plus noble, plus systémique, le syndrome du sauveur. Ah, Il se prendrait pour le justicier qui sauve la nation. Qu'est-ce que Nobunaga faisait de si grave pour menacer le pays tout entier? eh bien, Nobunaga devenait complètement incontrôlable. Il ne se contentait plus de gagner des guerres. Il détruisait des temples bouddhistes ancestraux, comme le complexe du mont Hiei, en massacrant les moines, les femmes, les enfants. L'horreur. Et surtout, des archives suggèrent qu'il commençait à exiger d'être vénéré de son vivant comme une divinité. En clair, il se prenait pour un dieu. Ce qui, politiquement, est une ligne rouge absolue. Il menaçait l'autorité de l'empereur. Totalement. Pour un homme super éduqué dans la tradition classique et la poésie comme Mitsuhide, c'est le sacrilège suprême. Nobunaga s'attaquait aux piliers cosmiques de la société. Donc Mitsuhide endosse le rôle d'un Brutus japonais. Il assassine Jules César pour sauver l'âme du pays, en acceptant de passer pour le traître. Voilà. Et pour quiconque étudie cette affaire, c'est probablement un mélange toxique de ces trois éléments qui a provoqué le drame. Un homme épuisé, harcelé par son boss, terrifié de tout perdre et convaincu que son chef devient fou allié. Le burn-out ultime. Et l'explosion survient le matin du 2 juin 1582. Comment ça se passe concrètement? L'exécution est clinique. Mitsuhide fait semblant de partir à l'ouest pour rejoindre un front. Mais en pleine nuit, il fait faire demi-tour à ses 13 000 hommes et fonce sur Kyoto. Il encercle le temple du Honnonji, où Nobunaga se repose avec une toute petite garde personnelle. Et c'est là qu'il lâche la fameuse réplique. Oui, l'ennemi est au Honnoji. C'est fou. 13 000 soldats contre un temple. La surprise devait être totale. Nobunaga se réveille avec les cris et les tirs de mousquet. Face à cette marée humaine, il ne cherche même pas à s'échapper, si je me souviens bien. Non, c'est impossible. Les textes disent qu'il comprend direct et il lâche simplement cette phrase glaçante. C'est ainsi. Il se retire au fond du temple, met le feu au bâtiment lui-même pour que personne ne prenne sa tête et il fait ses poucous. Le coup d'étape parfait. Sur le papier, il a réussi le coup du siècle. Tactiquement, oui, c'est un chef-d'œuvre. Mais politiquement, alors là, c'est le crash monumental. C'est ce qu'on appelle le règne de 3 jours. Parce qu'il s'attendait à ce que ce soit champagne pour tout le monde, j'imagine. Le tyran est mort, on fait la fête. C'est ça, il s'attendait à être célébré, il avait envoyé des messagers partout pour annoncer la fin du roi démon, espérant que les autres généraux et la cour allaient se rallier à lui. Et là, c'est le ghosting de l'extrême. Un silence abyssal, personne ne répond. C'est hyper humain comme réaction quand on y pense. Les autres généraux se disent « Bon, si je soutiens le mec qui vient de buter son patron, je crée un précédent pour mes propres troupes. » Du coup, tout le monde bloque son numéro, personne ne veut être tagué sur la photo du crime. Exactement. Il l'ignore. Mais le pire, c'est pas le silence. Le pire, c'est un autre général, qui s'appelle Toyotomi Hideyoshi. Ah, Hideyoshi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Au moment du meurtre, Hideyoshi est en pleine guerre, en train de faire un siège à des centaines de kilomètres de là. Il intercepte un messager et apprend la mort de Nobunaga. Et là, il va réaliser un truc militaire complètement insensé, la grande retraite de Shugoku. C'est l'un des mouvements les plus fous de l'histoire militaire, non? On parle d'un repli ultra rapide en plein mois de juin pendant la saison des pluies torrentielles au Japon. C'est une dinguerie logistique. Dès qu'il l'apprend, il signe un traité de paix en urgence avec ses ennemis, sans leur dire que Nobunaga est mort, évidemment. Il laisse même flotter ses drapeaux sur la colline pour faire genre il est toujours là. Le bluff total? Et après, il force son armée entière à courir, de jour comme de nuit. Et pour pas perdre de temps à chercher à manger, il envoie des cavaliers devant avec des sacs pleins d'or. Attends, des sacs d'or? Poulettes le long du chemin. Comme ça, les soldats attrapent la nourriture en courant, sans jamais s'arrêter. Le premier drive-in de l'histoire militaire. C'est un marathon armé. Complètement. Il parcourt près de 200 km en à peine 10 jours. C'est une marée humaine épuisée, mais galvanisée par l'idée de venger leur seigneur. Et ils s'abattent sur les forces de Mitsuhide à la bataille de Yamazaki. Et là, Mitsuhide, isolé, se fait écraser en moins de 2 semaines. C'est l'effondrement total. En 11 jours, c'est plié, ses troupes sont balayées.
Ce qui rend la mort de Mitsuhide particulièrement tragique, c'est l'ironie de la situation. Ce gars brillant, ce poète, cet architecte, il fuit le champ de bataille espérant se cacher, et il ne meurt même pas dans un duel épique de samouraïs. Non, il est tué dans un bois par de simples bandits et des paysans locaux. C'est tellement absurde. Les paysans en question se moquaient bien de la politique du pays ou de la trahison. Ils ont juste vu un soldat fatigué avec une armure super chère. Ils l'ont tué à coups de lance en bambou, juste pour lui piquer son équipement et revendre le métal. Mourir pour le prix de son armure. C'est vertigineux quand on rassemble les pièces du puzzle. Voilà un homme qui trime dans l'ombre toute sa vie, qui réussit un exploit, qui prend la décision la plus radicale de son existence sous une pression dingue. Et le karma le rattrape en 11 jours pour une simple question de rapidité. C'est foudroyant. Et évidemment, sa mémoire en a pris un coup. Bah oui, il est devenu le Judas du Japon, surtout parce que Hideyoshi, qui a pris le pouvoir juste après, avait besoin de légitimer sa place. Donc, il a transformé Mitsuhide en figure du mal absolu. Mais parce que l'histoire est toujours nuancée, si on fouille les archives, la mémoire est vachement scindée. Ah oui, dans les régions qu'il administrait directement, il était très apprécié. Dans la région de Fukuchiyama, par exemple, il est adoré. Nos sources montrent qu'il y avait baissé les impôts agricoles de manière drastique. Il avait aussi fait construire des systèmes d'irrigation innovants pour empêcher les inondations qui tuaient les paysans. Le mec était un vrai réformateur local. Oui, polymathe. Aujourd'hui encore, les habitants de cette région célèbrent son héritage. Donc d'un côté, tu as le tyran sanguinaire pour le gouvernement central, et de l'autre, l'administrateur bienveillant et éclairé pour son peuple. Ça fait réfléchir quiconque travaille dur. Une seule décision radicale, un seul faux pas, peut occulter toute une vie d'efforts et de compétences. L'histoire ne retient que le drame. C'est clair. Et ça amène d'ailleurs une réflexion assez fascinante pour clôturer cette analyse. La vérité historique, finalement, elle tient à un fil. Un vrai hasard climatique. Ah, tu penses à la marche d'Hideyoshi sous la pluie fat? Exactement. Imagine un instant, si les pluies de juin avaient été juste un peu plus fortes, si les fleuves avaient débordé, bloquant la route de l'armée d'Hideyoshi pendant ne serait-ce qu'une semaine. Ou si les paysans n'avaient pas eu assez de riz pour les nourrir sur le chemin. Voilà. Une petite semaine de répit. C'est tout ce qu'il fallait à Mitsuhide pour envoyer ses poèmes et ses messages à Kyoto, rassurer la cour et obtenir le sceau officiel de l'empereur. Et avec cette validation impériale, tous les généraux qui le ghostaient seraient ralliés à lui. Évidemment, il aurait pu instaurer dans tout le Japon la gouvernance juste qu'il avait mise en place à Fukuchiyama. Les livres d'histoire à l'école n'enseigneraient pas l'histoire du plus grand traître du Japon. Il parlerait d'un héros tragique, d'un grand visionnaire courageux qui a sacrifié sa réputation pour sauver le pays d'un tyran complètement fou. C'est ça. Au lieu de quoi, des fleuves calmes et un réseau de distributeurs de bourrettes de riz ont suffi à le figer pour l'éternité, comme la définition même de la trahison. La ligne entre être l'architecte d'une ère nouvelle ou le pire paria de l'histoire, elle dépend pas de la noblesse de tes actes. Elle dépend juste de la vitesse à laquelle les opportunistes autour de toi courent pour réécrire la conclusion. L'histoire est littéralement écrite par ceux qui courent le plus vite. Une belle leçon d'humilité. De quoi inciter ceux qui nous écoutent à garder l'œil bien ouvert la prochaine fois que les choses s'accélèrent un peu trop au bureau.